Alors, merci une fois de plus de m'intégrer aux événements Ecosystem in Motion auxquels je participe. Alors, clairement, la dernière fois, j'ai pu commencer à aborder la place des ODD en Europe. Mais cette fois-ci, je pense que je vais aller donc plus en profondeur pour aborder différents sujets. Alors, je refais juste un petit retour brièvement sur ce que j'avais, mon intervention de la dernière fois, sur le rapport annuel de 2020 qui permet justement de mesurer la réalisation vers l'avancée des ODD. Et la dernière fois, j'avais pu parler des indices mondiaux. Et à travers ces indices mondiaux, ce que j'avais pu relever, c'est trois choses tout d'abord. C'est que tout d'abord, les pays qui étaient les plus proches à atteindre des ODD se trouvaient en Europe. Par contre, ce que j'avais pu aussi soulever, c'est que dans le classement de l'avancée des ODD, dans le rapport, on pouvait voir qu'il y avait différents et gros écarts entre les pays européens, où on pouvait se retrouver au top 3 avec la Suède en première place, le Danemark en deuxième place et la Finlande en troisième place. Et on pouvait passer d'un seul coup avec la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie qui se trouvaient immédiatement en 35e place. L'idée, c'est que j'avais aussi pu vous faire part de l'impact d'externalités négatives que l'Europe générait sur les autres pays et qui pouvaient justement, on va dire, défavoriser l'avancée de ces ODD dans ces pays-là. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi vous parler, parce que le rapport annuel de 2021 va bientôt sortir en juin, et que pour le coup, je vais vous parler du rapport annuel de 2020, mais avec les indices européens, car les indices mondiaux sont donc déclinés et adaptés à l'Europe. Alors pourquoi je vous fais part de ça? Parce que les indices mondiaux, tout d'abord, ils plaçaient la France en 4e place, alors que les indices européens, eux, ils placent la France en 9e place. Pourquoi? Tout simplement parce que les indices européens, eux, sont revus chaque année. Donc, en fait, ils sont modifiés. Ensuite de ça, les indices, eux, chaque année, par rapport aux indices européens, vont au-delà du PIB et avec une mesure bien-être et de durabilité de l'environnement et de bonne gouvernance. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la question du Covid, le rapport de l'année 2021 va permettre, lui, de mesurer les impacts, mais que les rapports de l'année 2020, lui, va plutôt permettre de nous rendre compte des lacunes que les pays avaient par rapport au Covid. Donc ça va plus être en amont. Dans les indices européens, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Qu'effectivement, les inégalités se font sentir au niveau européen, mais que l'Europe reste le continent le plus égal par rapport au reste du monde. Et que les écarts de performance les plus forts se font ressentir au niveau des ODD 9, 4, 7 et 10. Tout ce qui touche l'industrie et l'innovation, les infrastructures, l'éducation de qualité, les énergies abordables et propres, ainsi que la réduction des inégalités. Le meilleur résultat se fait ressentir au niveau des ODD 1, 3 et 6, tout ce qui touche à la pauvreté, la bonne santé, le bien-être, l'eau potable et l'assainissement. On se rend compte aussi qu'en termes de nécessité d'action, l'ODD qui se doit le plus, on va dire, avancer bizarrement en Europe, c'est l'égalité des sexes. Et que pour l'instant, en Europe, le pays qui peut faire le plus de progrès et qui monte le plus de progrès, c'est la Norvège. Concernant les mauvais résultats et clairement où l'Europe doit répondre, en fait, ils viennent confirmer l'impact d'externalités négatives que les indices mondiaux, eux, nous montrent à travers des résultats donc mauvais sur l'ODD 12, 13, 14 et 15 qui touchent à la production et la consommation responsable, l'action climatique et la biodiversité, la vie sous l'eau et la vie sur Terre. Alors, il faut savoir que les dirigeants européens ont bien conscience de l'importance de modifier la politique commerciale pour favoriser les ODD et le pacte vert. Et que c'est important que s'ils souhaitent exporter leurs valeurs dans le monde, tout simplement, l'Europe doit assurer une cohérence dans ses politiques nationales et internationales. Ça, c'est concernant l'impact d'externalités négatives. Et merci Mélodie d'avoir transmis les slides, en tout cas
les slides en ligne, parce que aussi, même si effectivement l'Europe parle d'impact d'externalités négatives, on peut aussi parler d'impact d'externalités positives, qui eux aussi influent sur les ODD. Car il faut savoir que l'Union européenne, enfin les pays de l'UE, est le plus grand fournisseur en aide publique au développement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement, le budget alloué pour l'année 2020 a été publié là, le 13 avril 2021 et montre que 161,2 milliards de dollars, donc qui représente exactement 0,32% du revenu national brut, a été en fait impulsé par l'UE. Et que même si à la base, ça reste toujours inférieur parce qu'initialement, les pays de l'Union européenne avaient prévu de mettre à 0,7% du revenu national brut, donc on se retrouve encore en dessous. Il faut savoir que c'est toujours supérieur par rapport au budget annuel qui avait été alloué pour l'année 2019, où on se retrouve avec une hausse de 3,5%. Bon, alors concernant le slide, on peut voir que si je mets le focus sur la France par rapport à ce que la France a alloué en aide publique au développement pour l'année 2020, eh bien, il a alloué un budget de 14,139 milliards de dollars, ce qui représente 10,9% supplémentaire par rapport à l'année 2019, que ça représente 0,53% du revenu national brut, et que pour le coup, c'est une hausse qu'on peut saluer, puisqu'en 2018, on avait prévu de le faire à 0,47. Voilà. Ce qui place la France au 5e rang en termes de volume, après les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et le Japon. Et que ce résultat est surtout grâce aux prêts que la France a fait en termes d'accueil des réfugiés et puis en termes de bourses universitaires. Il faut savoir qu'il y a une distinction à faire entre le prêt et les dons, puisque la France est le 3e plus grand prêteur après le Japon et la Corée du Sud, et que les dons se distinguent, et que le Danemark et l'Australie sont des très beaux exemples pour les dons, puisque c'est le meilleur moyen pour soutenir les pays faibles à faible revenu pour l'avancée des ODD. Ça, c'est concernant l'impact d'externalités positives. Concernant maintenant l'évolution des actions de l'Union européenne pour relancer l'économie, eh bien, on peut clairement voir dès le départ que le traité de Paris, donc, qui a institué la Communauté européenne de charbon et d'acier, donc, qui a eu pour but de reconstruire l'Europe et la pacification de l'Europe en 1951, eh bien, a évolué aujourd'hui avec la question des charbons et d'acier qui a été déplacée vers les questions d'impact de ces matières premières sur l'environnement et sur le climat. Et que donc le charbon, lui, a clairement vocation à disparaître progressivement de l'Union européenne pour la neutralité climatique de 2050, et l'acier, qui lui est la pierre angulaire de l'industrie européenne, doit être produite d'une manière plus verte et plus durable. On voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne répond aux questions du climat à travers le Pacte vert, que le Pacte vert, lui, répond clairement aussi à l'engagement de l'accord de Paris, et que le Pacte vert est le vecteur principal des ODD, en faisant de la transition écologique une priorité. Les deux objectifs principaux du Pacte vert, c'est l'utilisation des ressources grâce à une économie propre et circulaire, une restauration de la biodiversité et de la réduction de la pollution, ce qui va permettre ainsi à l'Union européenne d'avoir une véritable place de leadership sur le plan européen pour être capable d'influer sur les politiques environnementales de la planète. Et qu'à travers donc, cette évolution du plan de relance de l'Europe, on peut voir que clairement, le Covid, il est venu aussi jouer son rôle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, car on voit que dans le nouveau cadre financier pluriannuel qui a été mis en place pour l'année 2021-2027, le budget s'élève à 1 074,3 milliards d'euros et que ce budget a été associé à l'instrument de relance européen, qu'on a aussi appelé Next Generation de l'Union européenne, qui a été voté à 750 milliards d'euros et que c'est un recours en l'endettement commun donc pour relancer l'économie face au Covid. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout simplement, eh bien, que ce programme va servir à financer les programmes nationaux des États à travers des subventions et des prêts, que ce plan de relance européen répond au Pacte vert et aux ODD,
et que pour ça, l'Union européenne a vraiment mis en avant des instruments verts et une économie verte. Comment? Eh bien, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle a souhaité faire? Elle a souhaité développer des outils et des indicateurs pour que les États qui se voient bénéficier de ces budgets répondent à des exigences européennes. En termes tout d'abord de transition écologique, où on voit que 37% des dépenses nationales doivent absolument répondre à des objectifs environnementaux européens qui touchent à la neutralité carbone d'ici 2050. Et ensuite de ça, quand je parle d'exigences européennes, il va falloir aussi répondre à des questions de développement numérique à grande échelle. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que seulement 20% des fonds devront être mis à disposition de la digitalisation de l'économie. Ensuite, on peut voir aussi que la Commission européenne a souhaité à ce que 30% de la dette commune des États membres soit prise sous forme d'obligations vertes. Ça, c'est une autre chose que la Commission européenne a mise en avant. Et on peut aussi voir que la Commission européenne a souhaité développer des nouveaux outils économiques pour ses ressources propres. Parce que pour l'instant, on est bien d'accord que l'Europe se finance grâce aux ressources des États. Et là, l'idée, c'est qu'elle a souhaité initier de nouveaux outils pour créer ses propres ressources, de manière à ce que ces propres ressources puissent aider à financer le plan de relance économique en soutenant en même temps la transition écologique. Avec donc le but, c'est de créer des nouvelles ressources en termes de, par exemple, taxes déchets plastiques, taxes carbone aux frontières, taxes produits polluants importés dans l'Union européenne. Donc là, pour le coup, on voit que la nouvelle stratégie commerciale de l'Union européenne fait en sorte d'utiliser le marché intérieur, donc de l'UE, comme levier d'action pour la biodiversité et le climat. Et ce qui va justement permettre de diffuser les bonnes pratiques de l'Union européenne sans sacrifier l'économie de l'Union européenne. Donc voici pour la stratégie de l'UE. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que on se retrouve aujourd'hui avec 1 800 milliards d'euros, que ces 1 800 milliards d'euros, c'est clairement une opportunité d'investir dans les ODD pour protéger la population ainsi que l'environnement des effets du changement climatique et de perte de biodiversité, en plus atteindre la neutralité carbone, mais que néanmoins, et Michel, vous avez pu le soulever tout à l'heure, c'est qu'on a quand même quelques omissions dans le cadre de cette nouvelle politique et ce plan de relance, c'est qu'on n'a pas parlé de l'éducation au développement durable, qui pour moi représente aujourd'hui un vecteur de transformation important. On n'a pas non plus parlé de la nouvelle stratégie industrielle européenne ainsi que d'innovation. Et on a peut-être effectivement parlé d'investissement en nouvelles technologies numériques avec des énergies propres, mais même si ces besoins ont été identifiés, on a un manque totalement d'ambition par rapport, on a un manque d'ambition pour amener la véritable transformation numérique qu'il faut. Parce qu'on est bien d'accord qu'il faut un investissement colossal, mais il faut aussi des besoins d'infrastructures. Et que l'Union européenne aujourd'hui rivalise avec les États-Unis et la Chine. Et qu'on peut voir avec des très beaux exemples que 7 des plus grosses entreprises du monde en capitalisation boursière sont des entreprises informatiques, 2 provenant de Chine et 5 des États-Unis. Et que la nouvelle technologie donc, menace la technologie et l'industrie européenne, qui était donc le cœur de l'innovation et de la prospérité européenne. Et on en a l'exemple encore avec Tesla qui prend le pas sur Volkswagen, qui est le plus fort constructeur européen. Et que donc, par ça, il est impératif qu'à travers le plan de relance, même s'il se veut être vert, il se veut avoir des instruments verts et puis et durables par rapport à différentes choses qui respectent les ODD, il va falloir faire très attention aux répercussions négatives que ça peut apporter sur les générations futures. Et que c'est important, c'est vraiment très important de soulever les stratégies à mettre en place qui doivent amener une véritable transformation de la région pour l'avenir. Et qu'en ça, on doit peut-être mettre le doigt sur le fait de faire des investissements massifs dans des technologies propres et dans des infrastructures et numérisation. Donc, en ça, c'est un beau projet que l'Union européenne vise à atteindre. On peut dire que les ODD sont réalisables
ça c'est sûr, mais il nécessite un leadership politique fort et ambitieux. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a encore une exemplarité en termes de leadership des ODD.